Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Éric Zemmour. J'ai 63 ans. Je suis né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 31 août 1958, d'une famille qui venait d'Algérie, qui était donc de la grande famille Pied-Noir. Et j'ai grandi dans la banlieue parisienne, j'ai grandi à Drancy, et puis ensuite on est venu à Paris, dans le 18e arrondissement, dans les années 70. Vous avez grandi dans le 18e arrondissement de Paris? À l'adolescence, oui. Quelle rue? Doudoville. Une rue qui descend du métro Château-Rouge. Rue Le Thor, vous connaissez? Rue Le Thor. Ah non, je connais pas, c'est où? C'est le cœur même du 18e. C'est vers quelle rue? C'est juste en face de la porte de Clignancourt. Ah, je connais très bien. Je connais pas cette rue. Mais moi, j'étais plutôt à Château-Rouge, vous voyez, un peu plus loin de Clignancourt. J'allais pas souvent à Clignancourt. J'étais plus près de Porte de la Chapelle. Ah, pas trop. Vous voyez, entre Barbès et la Porte de la Chapelle. Il y a Château-Rouge et on descend la rue de Deauville, derrière la rue Ordener, la rue Mira, la rue Léon, vous voyez. C'était la rue Championnet. La rue Championnet, non, c'est plus vers Porte de Clignancourt, la rue Championnet. Par rapport à la piscine, c'est où? Quelle piscine? La piscine où c'est Championnet Sport qui utilise. Ah, mais c'est plus... Non, moi, je suis plus côté Barbès. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi? En 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein. Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios. Ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je l'ai vu. Donc ne me racontez pas d'histoire. On les a royalement traités et on continue. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 14% seulement d'immigration de travail. Nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail. Vous savez, il y a aujourd'hui 13% d'inactifs en France. Il y a parmi la population extra-européenne 40% d'inactifs. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et ne dites pas qu'on les traite mal. Si ils ont eu des enfants en France, on fait quoi? On supprime le droit du sol. On fait un charter avec tout le monde? Absolument. D'accord. Et le pauvre gamin qui est né chez nous? Pauvre gamin qui est né chez nous, d'abord, il y en a beaucoup qui détestent la France. Vous avez remarqué.
C'est parmi la jeunesse. Donc il y a un problème. Donc d'après moi, c'est qu'il est malheureux. S'il déteste la France et les Français, c'est qu'il est malheureux. Donc il sera mieux chez lui. Voilà. Il est... Chez lui, c'est pas ici. Non, non, c'est pas ici. La preuve, il le dit lui-même. Il dit, il n'est pas gaulois. Il n'est pas français. Quand on lui demande, il dit, je suis algérien, je suis marocain. Je comprends. Je le comprends. Vous savez, le roi du Maroc nous l'avait dit. Vous avez vu cette vidéo dans les années 80 face à Anne Sinclair. Il avait dit, les miens, parce que il disait comme Louis XIV, mes peuples, les miens ne seront jamais français. Vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez. La civilisation est trop différente. Le terrorisme, pour moi, c'est une offensive. Vous savez, c'est une forme de guerre asymétrique. Vous savez ce que c'est la guerre asymétrique, évidemment. Ce n'est pas la guerre entre deux États, comme les guerres de Napoléon ou comme la guerre 14. C'est une guerre d'un groupe contre un État ou contre une nation pour le faire plier par des moyens qui harcèle, qui obsède tellement sa population qu'il cède. On peut parler par exemple de terrorisme d'extrême gauche, communiste dans les années 70, je me souviens très très bien de ça, des Brigades Rouges en Italie, de la Banda Bader en Allemagne. Le terrorisme d'extrême gauche, il y avait des revendications, il y avait une volonté de montrer qu'en vérité, le vrai visage de la démocratie, qui selon eux était une dictature. Et ces gens-là, d'extrême gauche, je me souviens très bien de leur discours, j'étais adolescent, donc je m'en souviens très très bien, voulaient montrer que, en fait, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme sophistiquée de fascisme. Et ils voulaient radicaliser l'État pour qu'il prive de liberté. Voilà. Ça, c'est du terrorisme. Et on peut aussi, il y a le terrorisme pour s'émanciper, le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie, qui mettait des bombes. Terrorisme ou résistance? Moi, j'appelle ça terrorisme, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Même les résistants en France. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Le résistant, c'est quand on s'émancipe, et le terroriste, c'est quand on subit cette action. Vous avez raison, pour les Allemands, les résistants Jean Moulin étaient des terroristes. Donc je ne joue pas sur les mots. Pour moi, c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France. Mais vous avez raison, pour eux, c'est de la résistance. Donc vous voyez, je ne joue pas sur les mots avec vous. Maintenant, pareil pour les Palestiniens avec les Israéliens. Pour les Israéliens, c'est des terroristes. Pour les Palestiniens, c'est des résistants. Après, chacun choisit ses mots. Vous avez tout à fait raison selon son camp. Donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu depuis 2012, depuis Mohamed Merah, depuis 2015, Charlie, le Bataclan, l'égorgement de Samuel Paty, l'égorgement de prêtres dans leur église ou de la policière dans son commissariat, je pense que c'est du djihadisme. C'est-à-dire que le djihad, c'est la conquête d'un territoire par l'islam, par des moyens violents, qui est prescrit par le Coran. Tout est écrit dans le Coran en l'occurrence, et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde. C'est l'objectif de l'islam et du Coran. Dans ce cas-là, si vous voulez, nous avons donc des gens qui agressent des populations infidèles pour les transformer en sujets d'Allah. L'islam fonctionne selon une catégorie binaire. Il y a ce qu'ils appellent le Dar el-Islam et le Dar el-Harb, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde de la guerre. Parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam et soumis à Dieu. C'est la même chose. Islam veut dire soumission, et elle a la même racine que salam, parce qu'on a la paix que dans la soumission. L'islam est moi j'estime que c'est une religion totalitaire, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les composantes de l'existence humaine, qui ne connaît pas l'individu, et qui considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu. Il y a des chiffres simples. Nous avons 275 000 d'entrées légales par an. Regroupement familial, immigration familiale, étudiants, très peu de travail, 14% de travail. Nous sommes en danger de mort. Cette immigration est en train, je le répète, de nous remplacer. Nous avons une autre civilisation qui nous remplace. Donc nous devons arrêter. Donc là, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut interdire le regroupement familial. En tout cas, supprimer l'automaticité. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a depuis 40 ans donné des droits automatiques aux immigrés. Les immigrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils définissent la politique d'immigration de la France. Ce n'est plus admissible. Donc nous devons supprimer l'automaticité de ces droits.
l'immigration familiale, le regroupement familial, quand on va chercher la plupart des cas, c'est un jeune homme ou une jeune femme, mais le plus souvent c'est des jeunes hommes, qui sont originaires d'Algérie, de Tunisie, de Maroc ou d'Afrique, leurs parents, et qui vont chercher une femme au bled, dans le village de leurs parents, et qui la ramènent. Il y a 90 000 étudiants, dont la moitié viennent d'Afrique. Je veux dire, je pense qu'il faut arrêter tout cela. Voilà. On renonce à irradier des valeurs françaises grâce à l'éducation. Ah oui, on renonce. Ah oui, on renonce. On renonce à cela. Si vous appelez les 90 000 étudiants par an irradier les valeurs françaises, moi j'appelle ça une invasion. C'est un soft power aussi. Non, mais je ne... Non. Je vais vous dire, les bons étudiants, les meilleurs étudiants, ils vont aux États-Unis et en Angleterre, d'où qu'ils viennent. Voire au Canada ou en Australie. Parce qu'on leur fait des permis de travail plus faciles. Non, parce que c'est plus cher et que donc ils ont l'impression que les universités sont meilleures. Nous, on les fait payer le prix des étudiants français, alors que leurs parents n'ont absolument pas contribué à l'édification de toute la politique scolaire. C'est avec nos impôts qu'on paye ça, et pourtant ils ne payent pas un impôt supplémentaire. Mais la France a profité de l'Afrique pendant des siècles. Non, la France n'a pas profité de l'Afrique. L'Afrique lui a coûté. Le développement industriel français s'est fait, comme le développement industriel de toute l'Europe, sur le charbon. Il n'y avait pas de charbon en Afrique. Le pétrole, qu'il n'y avait pas d'ailleurs très peu en Afrique, c'est la France qui l'a découvert en Algérie. On a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans. Sinon, on n'en a jamais profité. Il n'était plus colonisé. Les ressources naturelles qu'on prend en Afrique, c'est depuis qu'ils sont indépendants. On les achète. Donc ce n'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement. C'est le charbon et le travail de ses ouvriers. Bon, il faut arrêter avec ça. La colonie nous a coûté. Quand le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie, il le fait d'abord parce qu'il ne veut pas, comme il dit, que son village devienne Colombey les deux mosquées. Et qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration des Arabes en France parce que c'est deux civilisations qui sont étrangères, ce qu'il appelle l'huile et le vinaigre. Mais aussi, parce qu'il explique, vous verrez, vous le trouverez aisément dans le texte de Perfit, il explique très bien que les colonies nous coûtent très cher parce que les colonies poussent la France en particulier, beaucoup plus que les Anglais qui ont une conception commerçante de leurs colonies. Les Français, eux, veulent amener les populations colonisées au niveau de standard de vie de la population française. Et d'ailleurs veulent lui apporter la civilisation. C'est le grand mot de Victor Hugo. Nous sommes un pays dans la lumière, nous apportons la lumière à des peuples dans l'obscurité. C'est ça l'esprit de la colonisation française. Et c'est un mouvement de gauche. Ce sont les républicains qui colonisent au nom de la civilisation. Et donc, à partir d'un certain moment, ça nous coûte trop cher. Et c'est De Gaulle a cette expression amusante. Il dit « Nous ne pouvons pas leur donner l'égalité, donc nous leur donnons la liberté, et alors bye bye ». Vous verrez, c'est écrit exactement comme ça. On fait quoi? Je vous répète, on ne les reçoit pas. On fait comme les Australiens, on ferme les... Exactement. On fait comme les Australiens, on fait comme les Japonais. On ne prend plus de droit d'asile que quelques cas individuels des combattants de la liberté. On arrête le regroupement familial, on arrête l'immigration, on expulse tous les clandestins, on arrête de les soigner gratuitement avec l'AME, on arrête de les recevoir dans nos universités pour 3 fois rien, on arrête tout ça. Et en plus, on va plus loin, on expulse leurs délinquants étrangers et on enlève la nationalité française à tous les binationaux qui sont des délinquants et on les expulse aussi. C'est-à-dire qu'on arrête, on arrête tout. On tend vers l'immigration zéro. Okay. Et si les pays d'origine les refusent, on fait quoi? Si les pays les refusent, on supprime l'aide au développement des pays qui les refusent. Okay. Est-ce qu'on construit un mur? On ne construit pas un mur parce qu'il y a des frontières énormes en France. On fait simplement pour envisager une police militarisée des frontières qui fait respecter les frontières. Et on suspend Schengen jusqu'à nouvel ordre tant que les frontières européennes ne sont pas vraiment sécurisées, ce qui risque de prendre du temps vu la mentalité immigrationniste de la Commission de Bruxelles. Le réchauffement climatique s'emballe, il y a moins de récoltes, il y a moins de nourriture sur place, il fait trop chaud, les gens tombent dans les rues comme des mouches.
ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi? Je ne crois pas à votre scénario catastrophe. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un réchauffement climatique, mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat, quelle que soit la situation. Deuxièmement, je vous répète que moi, je veux protéger les Français. Okay. Pour moi, l'immigration est devenue le danger mortel pour la France et les Français. Moi, je la pose, je vous dis non. D'accord. Je vous dis, quoi qu'il arrive, je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. Mais c'est faux, ça. Ah bon? C'est faux. C'est faux. Parce que quand je vous entends parler, en fait, en préparant cette interview, j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours. Chose que je ne faisais absolument jamais. Et j'entends en fait toute cette petite ritournelle. Et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vrai Éric Zemmour, c'est celui de cette ritournelle, comme vous dites. Voilà. Et que vous n'obtiendrez pas, même en restant 10 heures, autre chose. Avec une bouteille de jus de poulain, je vous fais plier en 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je dis exactement en privé ce que je dis en public. Voilà. C'est simple, moi je suis quelqu'un de simple, vous savez, pas de sophistication de ce côté-là. Donc vous n'aurez pas un autre discours, parce que je crois vraiment ce que je dis et je pense vraiment ce que je dis. L'Europe ? Donc l'Europe doit également, si vous voulez, l'Europe, nous avons à la Commission européenne, au Parlement européen, dans les instances européennes, une idéologie immigrationniste. En gros, c'est le raisonnement économique, il va manquer, les Européens font moins d'enfants, donc il va manquer des bras, des consommateurs, donc il faut faire venir des gens. Et on se moque complètement que ces gens aient une culture, des mœurs, une civilisation radicalement différente et qu'en plus, ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment. C'est la discussion qu'on a eue au début. Donc, je pense que nous devons dire à la Commission européenne, nous devons dire au Parlement européen, nous devons dire aux juges européens, qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête. Et que s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. On a dépassé ce stade-là et on a dépassé cette époque-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle un djihad du quotidien. Changeons de sujet. Je vous en prie, moi c'est vous qui je suis vos sujets. L'écologie. Donc on sacrifie notre industrie automobile au nom d'impératifs écologiques, alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique, nous avons déjà, vous me l'accordez, nous sommes le pays le moins émetteur de CO2 d'Europe. Nous émettons, je crois, 3 fois de moins de CO2 que l'Allemagne et 5 ou 6 fois de moins que les États-Unis. Donc, ce n'est pas la France. Si la France émet moins de CO2, ça ne va pas changer la face du monde. Parce que déjà, elle en émet très peu. Nous devons, là c'est une technologie française, on était à la pointe, et nous avons des gouvernements irresponsables qui, depuis 10 ans, ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux, je pense à Hollande. Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim. C'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry, qui était à l'époque première secrétaire du PS, et les Verts. Vous voulez, je pense, moi, que on a de la chance, on avait une énergie nucléaire qui assurait notre indépendance et qui en plus était économe en CO2, nous devons la maintenir et la faire progresser, réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences, parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs, donc ils ne viennent plus dans le nucléaire. On avait, grâce à la décision sage et vraiment intelligente de Gaulle, Pompidou et Giscard, qu'on oublie toujours, qui a fini le travail de ces centrales nucléaires. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie, c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique. Je pense qu'il avait raison. Donc, vous voyez, on a bazardé tout ça et on dit, ah ben non, c'est pas grave, on va la baisser à 50%. Pourquoi 50%? On n'en sait rien. Pourquoi pas 40, pourquoi pas 30, pourquoi pas 60? C'est comme ça, c'est arbitraire. En vérité, non, il faut absolument maintenir et préserver notre énergie nucléaire. Et d'ailleurs, je vous dis,
Emmanuel Macron a été une révélation, a subi une révélation. Maintenant, il ne jure que par le nucléaire. Mais voyez, l'impréparation et un certain amateurisme. Il nous dit, ça vous a pas échappé, il nous dit on va faire des petites centrales. Hein, les petits réacteurs. Petits réacteurs, pardon. Pour faire des petites catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophe en France, arrêtez. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Ça a tué moins que le charbon et que le gaz, le nucléaire. C'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que ça va faire des catastrophes. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le pays qui émet d'Europe, et le pays développé qui émet, je crois avec la Suède, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez, qui émet le moins de CO2. Notre faible émission de CO2 n'est pas seulement due au nucléaire, c'est aussi due à notre désindustrialisation. Le feu nucléaire nous permet de ne plus subir d'invasion comme juin 40. C'est pour ça que ça a été fait. Il faut bien comprendre que quand le général de Gaulle fait ça, il est hanté par l'invasion de juin 40. Pour le nucléaire, je pense que c'est, si vous voulez, c'est ce qui fait notre statut de grande puissance. C'est ce qui permet de parler haut et fort en France, et dans le monde et surtout en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que nos autres partenaires européens voient ça de travers, et en particulier les Allemands. Il est incontestable que la dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, est un moyen, si vous voulez, d'imposer notre puissance en Europe. C'est pour ça que nous sommes écoutés, c'est pour ça que nous sommes entendus, et en Europe, et au Conseil de sécurité, et dans le monde. Ne croyez pas que ça soit méprisable ni négligeable. Si vous voulez, je ne crois pas à l'effondrement de la planète, à l'effondrement climatique. En tout cas, je ne pense pas que la France soit responsable de ça. Et je ne pense pas que le fait que la France... croire à un effondrement et que le fait que la France soit responsable. Croire en plus à l'effondrement, je n'ai pas la compétence pour savoir si ça va arriver ou pas. Je n'ai pas la compétence scientifique. Et je pense, en l'occurrence, moi, vous savez, j'ai l'habitude de dire ça aux écologistes. Eux, ils ont beaucoup d'ambition. Ils veulent sauver la planète. Moi, je veux sauver la France. Et en l'occurrence, je pense que le sujet majeur pour la France, c'est l'immigration et l'identité de la France. Et je pense que pour le climat, la France n'a en vérité qu'un rôle marginal dans cette histoire. Donc il ne faut pas battre sa coulpe, il faut que les Américains et les Chinois commencent. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix? Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà, c'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt à mettre le prix. S'ils ont eu des enfants en France, on fait quoi? On supprime le droit du sol. On fait un charter avec tout le monde? Absolument. Sur la question du réchauffement climatique, avec les réfugiés climatiques, on vous les a déjà posé ces questions, non? Ils iront ailleurs. Voilà. C'est la mort, mais pas chez nous. Exactement. Parce que pour éviter la mort chez nous, de notre peuple. Moi, je choisis. La préférence nationale? Exactement. Je choisis la préférence nationale. Je choisis de sauver le peuple français que j'aime.